À l'ordre, s'il vous plaît. Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la Culture et de l'Éducation ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur téléphone cellulaire. Le mandat de la Commission est de poursuivre les auditions publiques dans le cadre des consultations particulières sur le document intitulé « Document de consultation sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs, imprimés et numériques ». Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. M. Tanguy Lafontaine sera remplacé par M. Kelly Jacques-Cartier. Merci. À l'ordre du jour cet après-midi, nous entendrons l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française, la Fondation Lucie et André Chagnon, M. Mac Ménard, économiste et professeur à l'École des médias de l'UQAM et les éditions du Septentrion. En soirée, nous recevrons les représentants de Costco. Par la suite, nous accueillerons l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, la DISC, et nous terminerons avec les éditions du Boréal. Sans plus tarder, nous accueillons les représentants de l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française. Je dois m'excuser au nom de, je vous dirais presque de l'Assemblée nationale pour le retard que nous avons eu cet après-midi. Il faut bien comprendre que tant que nous n'avons pas reçu l'ordre de la Chambre, nous ne pouvons débuter nos travaux en commission parlementaire. Je veux vous rassurer dès le départ, vous allez avoir le temps maximal de 10 minutes pour faire votre exposé. Nous allons nous occuper du temps et nous allons aller au-delà de 18 heures pour permettre à tous les intervenants de se faire entendre et d'avoir des échanges avec les parlementaires. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale. Monsieur Chamillard, j'espère que je le prononce bien. Oui. Je vais vous demander de faire votre exposé en 10 minutes. Bien, nous présenter également les personnes qui vous accompagnent. La parole est à vous. D'accord. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs les députés, bonjour. Permettez-moi effectivement tout d'abord de nous présenter. Je m'appelle Pascal Chamaillard, je suis président de l'ADELF et directeur général d'une maison de distribution qui s'appelle Edipresse. À ma gauche, Gilda Routy est vice-présidente de l'ADELF, directrice division livre de chez Bayard. À l'extrême gauche, Serge Théroux, qui est administrateur à l'ADELF et directeur général de d'Immédiat. Et à ma droite, Benoît Prieur, directeur général de l'ADELF. Nous voudrions, dans un premier temps, vous remercier de l'attention que vous portez à ce dossier, d'une importance capitale, tant pour la culture québécoise que pour tout un secteur d'activité. En effet, quelques 11 000 emplois directs, sans compter les retombées indirectes, les auteurs, les innombrables pigistes qui contribuent chaque jour à la vitalité du livre et de la culture au Québec. Tout comme vous, j'ai écouté chacun des intervenants à cette commission et je me suis dit, mais comment vont-ils faire, ces élus, pour distinguer le bon grain de l'ivraie? Vous avez entendu tout et son contraire. Vous avez entendu nombre d'individus et des associations. Certains représentant de manière déclarée ou non des intérêts spécifiques. L'avantage, dans le cas des associations, c'est d'une part que chacune de leurs prises de position représente celle d'un grand nombre. Par conséquent, leur représentativité est sans égale. D'autre part, puisqu'elles agissent au grand jour, à visage découvert, ainsi nous sommes tenus de présenter des faits avérés et rigoureusement exacts, de ne pas citer des phrases hors contexte ou d'utiliser de manière sélective des données dans nos mémoires. Les associations professionnelles ont aussi l'indéniable avantage de posséder une connaissance empirique des réalités multiples et complexes du livre au Québec. Une connaissance bien plus valable que celle des théoriciens. Je ne vais pas vous répéter ici encore les mêmes arguments qui militent en faveur de la demande unanime de toutes les associations professionnelles du domaine du livre. Vous les avez déjà entendus. Le secteur du livre s'est depuis la nuit des temps adapté à moult mutations. On n'a qu'à penser aux tables de la loi données à Moïse, aux tablettes cunéiformes, à l'utilisation du parchemin, à Gutenberg et le début de la reproduction et de l'impression en nombre, au numérique. Au fait, je vous signalerai que le numérique, ça fait depuis les années 80 que les éditeurs baignent dedans. Effectivement, ils travaillent sur des fichiers depuis les années 80.
Donc, l'adaptation est dans l'ADN du monde de l'édition et nous savons nous adapter aux changements. Maintenant, on va relativiser les choses. Le livre a un poids tout à fait relativement négligeable dans le budget des familles, soit 0,2% des dépenses ou environ 70 $ per capita. Lorsque l'on considère l'ensemble des secteurs dont les prix sont réglementés pour des raisons diverses et qui totalisent quelques 15 000 $ par ménage par année, ou 35% des dépenses moyennes d'un ménage, on constate qu'il s'agit ici d'un non-sujet. Parmi les secteurs qui sont d'une manière ou d'une autre réglementés, mentionnons au passage le tabac, la bière, le vin, les alcools, le lait, l'électricité, le logement locatif. Et cette liste n'est pas exhaustive. On le voit bien, les prix de quantité de produits sont déjà réglementés dans notre société et le poids du livre est si négligeable que notre projet n'aura de toute manière aucun impact significatif sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Si je dois synthétiser le seul argument qui a été avancé en défaveur d'une éventuelle réglementation, c'est celui que le lecteur-consommateur paierait plus cher ses livres. Je vais vous faire un aveu personnel. Il y a 5 ans, j'aurais été dans le camp des opposants à une réglementation sur le prix des livres. Et oui, je tenais le même raisonnement que ceux qui pensent qu'un tel dispositif renchérirait le prix des ventes dans certains points de vente. Mais ça, c'était avant d'examiner l'expérience internationale, les milliers de pages d'études, de rapports divers sur la question, et surtout avant le constat de l'expérience britannique. On se souviendra aussi qu'il y a quelques années, nombre d'économistes pensaient que l'on devait accéder aux demandes d'assouplissement, voire de déréglementation du système bancaire. Aujourd'hui, avec le recul, on aura compris que dans certains rares domaines, il est périlleux de laisser l'autorégulation opérer. À ce sujet, un certain Paul Martin avait bien étudié le dossier. Le monde des pays de l'OCDE est divisé en deux. Il y a des pays avec réglementation sur le prix de vente des livres et des pays sans. Le cas britannique est très instructif parce que les Britanniques ont abandonné le régime de prix fixe au milieu des années 70. Et l'économiste britannique Francis Fishwick, spécialiste de réputation internationale en économie du livre et de la concurrence, donc pas un économiste qui s'est penché de manière superficielle ou ponctuelle sur le sujet, mais pour lui c'est l'objet de toute une vie de travaux, eh bien il a constaté que contrairement aux théories économiques classiques, paradoxalement, les consommateurs britanniques paient en moyenne plus cher les livres que si le Net Book Agreement avait été maintenu. En fait, en Grande-Bretagne, il y a eu 61% plus d'inflation qu'en France ou en Allemagne sur la période qui a suivi l'abandon du prix réglementé en Grande-Bretagne. Les rabais accordés aux consommateurs ont apparemment augmenté, mais face à la pression des détaillants, surtout non traditionnels, les plus exigeants, avec des remises qui petit à petit pouvaient aller jusqu'à 70%, les éditeurs ont mécaniquement, pour compenser, augmenté le prix théorique de vente au détail, autrement appelé le prix de détail suggéré. Depuis quelques années, de véritables guerres de prix ont lieu dans les pays anglo-saxons sur le livre pour s'emparer du secteur par Amazon. Et les chaînes de librairies, pour tenter de conserver leur place, tentent de rivaliser. Mais même les chaînes, avec leur puissance, n'y arrivent pas. Conséquemment, aujourd'hui en Angleterre, il y a maintenant 1/3 de moins de librairies qu'en France per capita. Maintenant, je vais vous faire voyager en Australie. Une ville comme Greater Dandenong. Avec un nom comme ça, on voit les kangourous en arrière-plan. Greater Dandenong, 140 000 habitants, 49 écoles, 117 supermarchés. Eh bien, aujourd'hui, il y a 0 librairie, suite à la faillite de la plus grosse chaîne de librairies du pays. Combien de villes au Québec avons-nous de 140 000 habitants? 7, selon le dernier recensement de Statistique Québec. Ça ferait combien de villes sans librairie si on suivait le même modèle à terme? Pendant ce temps, aux États-Unis, en 2011, la chaîne numéro 2, Borders, faisait faillite, avec 700 librairies qui ont fermé. En toute logique, Barnes & Noble, le numéro 1 mondial, aurait dû en bénéficier suite à l'élimination de son concurrent. Eh bien, malgré ça, son dernier exercice, clos le 27 avril dernier, faisait état d'une perte de 157 millions de dollars. Ailleurs, toujours dans le monde anglo-saxon, parce que c'est là où principalement le prix est déréglementé,
on constate que les chaînes Borders en Grande-Bretagne, Books Etc. en Grande-Bretagne, Robertson toujours en Grande-Bretagne, Waterstone au Royaume-Uni en Irlande, Hughes Hughes en Irlande, Borders en Australie et le Red Group Retail en Australie ont toutes soit fait faillite, soit se sont mis sous la protection de la loi, ou bien encore sont en profonde restructuration, comme on dit élégamment. Toutes ces chaînes anglo-saxonnes étaient sûrement conseillées par des gens brillants, comme certains de ceux qui sont venus devant cette commission. Et pourtant, on connaît maintenant leur triste sort. Pendant ce temps, parallèlement à ça, dans les pays à prix réglementés, la librairie tient plutôt bien le coup, même si certains tentent de pointer du doigt la faiblesse des uns ou des autres à droite ou à gauche, mais c'est marginal par rapport à l'hécatombe dans le monde anglo-saxon. Qu'en est-il maintenant de la situation actuelle au Québec? Nous avons un réseau de librairies diversifiées, composé de chaînes et de librairies individuelles, qui servent formidablement bien l'intérêt du lecteur et de la diversité culturelle. Mais notre rôle, qui est également le vôtre en tant qu'élu, n'est pas de regarder dans le rétroviseur, mais plutôt dans le pare-brise, vers l'avant. Or, ce réseau de librairies est fragile, et on constate que cette fragilité est grandissante. Les rabais actuels pratiqués par certains détaillants sont indéniablement une vive concurrence, mais pas encore ce qu'on peut qualifier de guerre de prix. Mais il est évident qu'elle se profile à l'horizon, cette guerre de prix. Lorsqu'Amazon va décider de répliquer sa stratégie qu'il a déployée dans les pays anglo-saxons de vente à très fort rabais, le temps de s'emparer du marché, et qu'alors les Walmart ou Target, qui vient d'ouvrir aujourd'hui d'ailleurs au Québec ces magasins, vont suivre et vont encore abaisser les prix pour tenter de se positionner. Comme on l'a vu aux États-Unis, à ce moment-là, il sera trop tard pour réagir. Et une fois la terre brûlée, les librairies en grande partie disparues, alors les prix vont remonter. Parce que lorsqu'il y aura un oligopole de créer, là, les 3-4 gros acteurs qui auront le marché vont décider des conditions et le consommateur va se retrouver. Merci. Monsieur Chamaillard, ça sera votre mot de la fin en ce qui a trait à votre présentation. Ça passe vite, hein? Alors, les 10 minutes sont... de plus, elle sera prise à ce moment-là sur le temps de Monsieur le ministre, qui, semble-t-il, a pas mal de questions pour vous. Mais allez-y, les collègues. 1 minute, je veux bien, allez-y. Je vous remercie. Rapidement. Et là, ce sera encore plus grave dans une société comme la nôtre, parce que si les géants mondiaux de l'édition pourront toujours réussir à négocier mondialement pour les grands auteurs américains, ça va être une autre paire de manches pour notre production, qui pourtant est un élément de notre identité culturelle. Je pourrais vous faire des parallèles avec le domaine de l'agriculture. Malheureusement, je ne pourrais pas le faire. J'ai pas le temps. Mais n'attendons pas que l'incendie soit déclaré pour installer la borne fontaine. Munissons-nous d'une toute petite législation, bien douce par rapport à ce qui existe ailleurs. Et en réalité, on pourrait en faire un débat d'experts, mais le véritable choix, c'est un choix de société. Merci beaucoup. Alors, maintenant, la parole est au député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame. Bonjour, Messieurs. Bienvenue à cette commission. Vous avez dit tout à l'heure que on ne pouvait pas, que c'était impossible d'autoréguler le marché, que ce n'était pas une bonne pratique. Vous demandez à l'État de le faire, mais pourquoi il ne peut pas y avoir une autorégulation de la pratique? Pour des raisons juridiques qui nous échappent et qui ne nous permettent pas de le faire. Si on le faisait de manière interprofessionnelle, ça contreviendrait à certains articles de loi fédéraux. OK. Allez-y. Ici, j'ai un texte qui date du 14 décembre 2009, où vous dites que il peut y avoir une adaptation des grandes surfaces. Écoutez, c'est à la page 9, je ne sais pas si vous avez ça en mémoire. Et je cite, en France, à la suite de l'adoption de la loi sur le prix unique, les grandes surfaces ont d'abord protesté avant de s'adapter à cette loi et même d'y trouver leur compte. Actuellement, les grandes surfaces non spécialisées occupent 21,4 % du marché de la vente du livre. Les grandes surfaces ne pouvant plus concurrencer sur la base du prix de vente des best-sellers se sont repositionnés en offrant plus de diversité. OK? Certaines allant jusqu'à créer des espaces librairies à l'intérieur de leur magasin. Est-ce que ça ne pourrait pas rentrer en concurrence avec les petits libraires, ça? S'il y a une régulation qui vient de l'État et les grandes surfaces s'adaptent et développent le modèle de librairie, quel sera l'impact sur les petites librairies?
les grandes surfaces, la logique qui prévaudrait probablement sur notre marché, c'est celle qui a prévalu, je crois, au Mexique. Pour quelle raison je dis qu'il suivrait le même modèle? Parce qu'on est allé voir qu'est-ce qui s'est passé au Mexique sur place. Parce que au Mexique, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a exactement les mêmes grandes surfaces qu'ici. Et on constate qu'ils n'ont pas adopté la même voie que la voie française, finalement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils continuent de vendre des livres, qui d'ailleurs est positionné exactement au même endroit dans le magasin, et ils occupent la même surface qu'auparavant, et ils n'ont pas considérablement diversifié leur offre. Ils maintiennent une offre à peu près similaire à celle qu'ils avaient auparavant, mais ils continuent de vendre des livres. Donc, l'achat impulsif demeure. Donc, le client qui, tout d'un coup, veut acheter un livre et qui le voit en faisant ses emplettes de tout d'autres choses, il continue spontanément d'acheter de la même manière. Donc, là où ça bénéficie aux libraires, c'est que ça permet un léger transfert de clientèle de celui qui attend l'occasion où il va aller dans la grande surface pour acheter son livre, pour l'acheter spécifiquement moins cher. Donc, il y aurait un léger transfert à ce titre de clientèle de certaines grandes surfaces à la librairie sur cette base-là. Donc, on ne croit pas que ça concurrencerait spécifiquement la librairie dans ce contexte-là. On pourrait peut-être rajouter qu'il y a des personnes qui font des achats dans les grandes surfaces et qui ne vont jamais en librairie. Donc ces gens-là n'iraient pas plus en librairie. Je pense que, comme le disait Pascal Chamaillard, ce qui est important, c'est pour les personnes qui à la fois visitent les librairies et à la fois vont faire des achats autres dans les grandes surfaces, et parce qu'ils voient le best-seller et qu'ils savent qu'il est 20 ou 25% moins cher que chez leur libraire du coin, font cet achat-là. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y ait une diversité de lieux de vente, et la grande distribution est aussi un moyen de permettre l'accès aux livres pour des gens qui ne vont jamais à la librairie. Mais l'important, c'est que les règles du jeu soient justes pour tous les détaillants. Oui, monsieur le député de Saint-Hyacinthe, vous avez une question? Merci. Oui, j'ai des questions. Premièrement, je vais demander, est-ce que vous avez des études au niveau des... Je vous souhaite la bienvenue, premièrement. Est-ce que vous avez des études d'impact sur l'objectif que la Commission a actuellement, c'est de faire la réglementation du prix du livre? Est-ce que vous avez des études d'impact de cette réglementation pour avoir sur l'ensemble de la communauté? Monsieur Chamaillard, oui. Oui, alors il y a plusieurs éléments. D'une part, il y a eu l'Institut IRIS qui a déposé une étude et un mémoire au mois d'août, dans votre première partie de la commission. Je sais qu'il y a l'économiste Yannick Marcil qui va venir après-demain déposer également un document. Nous avons toutes les études sur l'expérience internationale qui sont tellement éloquentes à ce sujet, et on a déposé dans notre mémoire un rapport qui est le rapport Guémard, qui fait d'ailleurs, il est très volumineux, il fait quelques 400 pages et qui fait vraiment une revue très complète de ce qu'il y a. Dans notre mémoire, on fait également référence aux travaux de l'économiste, le docteur Francis Fishwick, qui sont très probantes sur le sujet, et qu'il a mis à jour d'ailleurs certaines études pour nous, et il s'est prononcé de manière éloquente dans les documents qu'on vous a présentés qui fait que finalement ça fait l'ombre d'aucun doute que c'est la voie à suivre à l'heure actuelle, compte tenu de la situation de la nouvelle donne de la concurrence, en particulier Amazon qui s'en vient. Merci. Est-ce qu'il reste du temps, madame? Bien sûr. Vous affirmez que la réglementation du prix du livre pourrait permettre d'empêcher la guerre des prix qui ont dévasté le marché anglo-américain. Pourquoi au Québec la loi du livre actuelle n'est pas un rempart suffisant contre ces pratiques? Parce que la loi actuelle ne prévoit pas de mécanisme relativement au prix de détail. Par conséquent, c'est pour ça que les livres sont actuellement vulnérables et peuvent être utilisés comme produits d'appel, comme loss leader, et peuvent servir, par exemple, à Amazon pour venir s'emparer du marché le jour où ils vont décider de faire une vraie guerre de prix sur notre marché, comme ils l'ont fait au Royaume-Uni,
aux États-Unis et où, à l'heure actuelle, ils ont une position qui a mis en péril tout l'écosystème du livre, de manière moindre que ce que ça pourrait avoir lieu dans une société dont la langue n'est pas dominante. Parce que c'est sûr que les dommages qui ont été faits dans le monde anglo-saxon seraient beaucoup plus grands si n'eût été de la position dominante de l'anglais dans le monde. Parce que ce qui aide l'industrie de l'édition anglo-saxonne, c'est que c'est la langue la plus pratiquée dans le monde, et ce qui a porté l'édition britannique et américaine au cours des 10-15 dernières années, c'est l'exportation partout dans le monde, parce que c'est la langue la plus usitée. En Asie, vous trouvez des livres anglais. Vous allez en Europe, vous trouvez du livre anglais partout, dans des pays dont ça n'est pas la première langue. Alors c'est sûr ils peuvent s'appuyer sur ce volet exportation sur lequel nous, on ne peut pas s'appuyer. Merci. Monsieur le ministre, il vous reste un peu moins de 3 minutes. Un peu moins de 3 minutes. Merci, Madame la Présidente. Soyez les bienvenus, Madame, Messieurs. J'irai en rafale parce que j'ai quelques questions. Quel est l'avenir du rôle de distributeur avec l'avènement du numérique, de votre perspective des choses? Qu'un livre soit papier ou numérique, il faut le distribuer d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, l'édition est un domaine tellement fragmenté qu'il faut des éléments qui analysent et qui catalysent les choses d'une manière cohérente. Alors, le rôle du diffuseur-distributeur en est un souvent d'analyse de marché, de prospective, de potentiel commercial et de promotion, de diffusion. Par conséquent, diffuser de manière physique ou virtuelle, ça demeure de toute manière un métier. Serge, quoi tu veux? Il y a 3 ans, c'est une question qu'on se posait, nous, diffuseurs-distributeurs. Et assez vite, il s'est défini un rôle très important parce que la diffusion et la distribution du livre numérique nécessitent un certain savoir-faire technique. Et il est plus facile pour un diffuseur qui a un ensemble d'éditeurs à défendre de mettre en place des structures qui sont aptes à desservir tous ceux. Puis vous savez les clients, les revendeurs numériques sont extrêmement exigeants, donc il faut répondre à des exigences qui sont importante. Donc, plus que jamais, on a un rôle à jouer. C'est-à-dire que cette inquiétude-là a disparu. Et quand même, il faut se rappeler qu'aujourd'hui, le numérique, c'est 4% du chiffre, par exemple, d'une maison comme la nôtre. Il y a quand même 96% des livres qui sont papier et on s'appuie beaucoup sur ça aussi pour même diffuser le numérique. 30 secondes, oui, j'en avais une dizaine de questions. Bref, en 30 secondes, je ne peux pas les poser. Vous allez peut-être nous éclairer, parce que vous êtes les acteurs les mieux placés dans la chaîne pour nous éclairer là-dessus. Les remises et les surremises, qui c'est qui les détermine? En 10 secondes, monsieur. Rapidement. Les remises, d'une part, la loi 51 prévoit une remise minimum pour les librairies agréées, d'une part. Et les surremises, évidemment, dans un contexte comme celui-là, avec des marges quand même relativement serrées, c'est pas toujours évident. Mais c'est le diffuseur, c'est sûr, qui met en place des grilles. Et avec des pressions de gros joueurs, c'est de ça aussi dont on parle quand on soutient. Pour protéger le temps des uns et des autres, cher monsieur, je vous remercie infiniment. Alors, je cède la parole à notre porte-parole de l'opposition officielle. Merci, Madame la Présidente. Alors, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue et je suis heureuse d'entrer dans mes nouvelles fonctions de porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture en entrant dans cette commission parlementaire. Sachez que c'est une question, évidemment, sur laquelle nous nous sommes penchés lorsque j'étais dans une autre vie. Et évidemment, c'est une question qui est préoccupante, l'avenir des petites librairies. On voit que la situation est pas rose, elles ferment leurs portes régulièrement. Et ma question est sur le phénomène, évidemment, d'Amazon. Comment ce prix, moi j'ai toujours préféré l'expression prix équilibré, vous le savez, mais parlons du prix unique. Comment on pourra contrer un phénomène d'une compagnie qui est située à l'extérieur du Québec et le citoyen qui est sur son iPad puis qui reçoit son livre par Internet. Est-ce que on n'arriverait pas un peu tard une fois que le feu est pris, là?
Alors, la réponse est relativement simple, en ce sens que, bon, d'une part, sur le plan juridique, il y a des avis sur la question qui déterminent que l'extraterritorialité des lois est quelque chose qui est maintenant balisé. Donc, c'est quelque chose qui peut se faire. D'ailleurs, la preuve, maintenant, Amazon, quand il vend quelque chose qui doit comporter de la taxe de vente provinciale, il l'applique, puis il la reverse, à ce que je sache, à moins qu'au ministère des Finances, il y ait des surprises, là. Mais il le fait, il la facture et il la reverse, fonction de l'adresse de destination ou, dans le cas des fichiers numériques, fonction de l'adresse IP. D'après l'adresse IP, on sait de quel pays la personne commande. Et c'est en ce sens-là que là-dessus, Amazon respecte les lois existantes et suit ce qui est établi par l'État. Et il le fait, donc, dans les pays où il y a un prix réglementé du livre, il le suit et il se plie aux règles du jeu. Donc, si je vous suis bien, on ne peut pas plaider les nouvelles technologies ou les nouveaux modèles commerciaux en disant que c'est impossible à faire. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où on serait, où l'entreprise, en guillemets, Amazon serait située, la loi ou la réglementation du Québec s'appliquerait. Tout à fait. Et ça, c'est tout à fait réalisable et ça se fait. Maintenant, sur la question de la période de temps qui est suggérée, là, c'est une hypothèse. On parle de 9 mois, si je ne m'abuse. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette période-là est un peu trop longue si on se passe dans la peau des grandes surfaces? Est-ce que vous ne considériez pas qu'il y aurait peut-être une période plus courte à établir pour faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte? Cette balise, bon, il y a des lois beaucoup plus contraignantes que le 9 mois. Il y a des pays où c'est illimité. Il y a d'autres pays où c'est 2 ans. Il y a différentes formules qui existent. Nous, on est arrivés dans la profession de manière consensuelle, après des discussions en prenant en compte les intérêts des uns et des autres, à un compromis consensuel de 9 mois qui nous paraissait pertinent eu égard au contexte nord-américain, eu égard à notre réalité commerciale. On est arrivé à cette notion de 9 mois. Il y a des gens qui souhaitaient plus, des gens qui souhaitaient un peu moins, et on est arrivé à 9 mois. Et vous êtes convaincu dans toutes les recherches que vous avez faites, toutes les discussions que vous avez eues, tout ce que vous avez pu vérifier observer dans d'autres pays, vous êtes convaincu que c'est la façon de protéger les petites librairies, c'est la seule et unique façon? Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui devraient être prises par le gouvernement pour assurer l'existence de ces petits commerces qui sont, quand on connaît un libraire, il va nous suggérer des choses, on va établir une relation avec lui ou avec elle. Il y a quelque chose qui s'établit. Et les voir disparaître nous fait évidemment très mal au cœur, mais certains vont vous dire, le maréchal Ferrand est disparu aussi depuis longtemps. C'est la seule solution, parce que... Je vous dirais, d'une part, c'est pas pour protéger les petites librairies, c'est pour protéger la librairie. Qu'elles soient petites, de grosses, de chaînes. Quand on voit dans le monde anglo-saxon les chaînes qui tombent, Barnes & Noble, qui a perdu son concurrent direct Borders, il se porte pas mieux aujourd'hui, malgré tout. Il continue d'enfiler les déficits trimestre après trimestre et il va fermer dans les 24 prochains mois à un autre 200 à 300 librairies. Donc, c'est protéger la librairie en tant que telle. Vous me demandez si c'est la seule solution. Ben, en tout cas, c'est la seule qui a été éprouvée, qu'on constate mondialement. On constate mondialement que dans le monde anglo-saxon où il n'y a pas de réglementation, la librairie disparaît petit à petit. Et puis dans les pays où il y a des réglementations sur le prix, la librairie tient le coup. Il y a 3 fois plus de librairies per capita en France et en Allemagne aujourd'hui qu'en Grande-Bretagne. Donc, c'est net qu'il y a là un lien de cause à effet sur une formule éprouvée. Les grandes surfaces vont dire, enfin les gens qui vont dans les grandes surfaces vont dire, vous l'avez entendu certainement cette remarque-là, c'est pas ça qui va faire changer d'avis quelqu'un qui
achète un livre dans une grande surface, cette personne-là ne fréquente pas les librairies. C'est une personne qui arrive, fait un achat spontané comme ça, puis la plupart du temps. Pensez qu'il y aurait un transfert de ce client-là. Je pense, mettons, le dernier John Irving sort, je vais aller l'acheter à la librairie pendant un certain temps, le prix est fixe. Donc, les gens, pensez-vous qu'ils vont migrer vers les librairies? Alors, il est bien évident que l'achat impulsif demeure l'achat impulsif. L'achat impulsif, c'est sur le coup, au moment. Mais l'achat réfléchi, lui, c'est autre chose. Et l'achat réfléchi, c'est quand même une portion non négligeable des achats. Alors, dans le domaine du livre, l'achat impulsif est très important. Il y en a une grosse portion. Mais il y a aussi une portion des gens qui achètent de manière réfléchie. Et c'est sûr que certains se disent à l'heure actuelle, oui, je veux lire le dernier James Patterson, j'ai une librairie au coin, mais je vais chez telle grande surface dans 10 jours, 2 semaines, je vais différer mon achat. C'est ceux-là qu'on peut déplacer un peu. Donc, oui, il y aurait un effet de transfert de clientèle qui ne serait pas énorme, mais il y en aurait un léger, non négligeable, qui serait sûrement suffisant pour donner une bouffée d'oxygène à beaucoup de librairies, y compris des chaînes. Mais il y a aussi, surtout, cette réglementation-là empêcherait le tsunami d'une guerre de prix le jour où elle va se déclarer, le jour où Amazon va se dire « je réplique ce que j'ai fait dans le marché anglo-saxon sur les petits marchés tels que celui du Québec, puis là, je vais vendre à perte pendant 3 ans, le temps de vider le marché de la librairie, et ensuite, je remonterai les prix. » Comme on constate actuellement en Grande-Bretagne où les prix remontent. Puis qu'est-ce qu'ils font les éditeurs anglo-saxons? Ils montent le prix de détail suggéré. Je vais vous donner un exemple. J'ai apporté ici l'auteur que je viens de citer, James Patterson, en anglais, en français. Ça, c'est un livre que je distribue sur mon petit marché. Merci beaucoup. Francophone. Malheureusement, c'est tout le temps dans nos dispositions pour l'opposition officielle. Madame la députée de Montarville, représentante du deuxième groupe d'opposition, vous avez la parole. Oui, pour combien de temps? 2 minutes, Madame la députée. Oh, merci beaucoup. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, collègues du gouvernement, première opposition. Bonjour à vous tous et surtout, bonjour, Madame, Messieurs, merci d'être ici pour votre mémoire et cette annexe de 400 pages ici. Écoutez, je vais me faire l'avocat du diable. Nous avions avec nous Monsieur Blaise Renaud de Renaud-Bré qui disait que c'était vraiment à votre niveau qu'on devrait revoir la chaîne du livre au niveau des distributeurs. Alors, je vous donne la permission de lui répliquer. Qu'est-ce que vous lui répondez? Dans un premier temps, je tiens à préciser que Renaud-Bré, jusqu'à ce que ce soit le fils héritier qui prenne les rênes de l'entreprise, était pour une réglementation du prix du livre. Monsieur Blaise Renaud, dans son mémoire, critique beaucoup les mécaniques qui sont actuellement en vigueur dans le domaine du livre. Mais dans son mémoire, en page 2, il reconnaît que son entreprise a subi un essor extraordinaire. Je crois qu'il parle d'un multiple de 6 de son chiffre d'affaires au cours des 10 dernières années. Alors, c'est quand même un système qui, visiblement, l'a bien servi d'un côté. Alors, je vois mal comment il peut, d'un côté, avoir un tel succès et, d'un autre côté, le critiquer autant, ce système. Mais il s'attaquait principalement aux distributeurs, justement. Alors, je vous donne l'occasion de vous défendre. Et c'est parce que... En réalité, c'est une thèse que Blaise Renaud défend, mais en réalité, comment un libraire pourrait commander des livres en France auprès de 2000 éditeurs? Parce que c'est ça qu'on fait. On importe des livres provenant de France de 2000 éditeurs. Gérer les importations, gérer les exportations. C'est totalement irréaliste. C'est totalement irréaliste, même pour une grande chaîne comme Renaud-Bré. Peut-être pourrait-il le faire pour certains types de livres, mais pas pour l'ensemble de la production. Donc, la thèse qui a été présentée par Blaise Renaud, elle est unique en réalité. Je pense qu'il est le seul à défendre cette thèse-ci. Vous pourrez vérifier avec d'autres libraires ou avec des éditeurs. Personne ne remet... Oui. Je suis vraiment désolée. Madame la députée de Gouin, vous avez la parole.
Merci, Madame la Présidente. Bien, écoutez, j'avais prévu une autre question, mais je suis d'un naturel très curieux. Alors, moi, j'aimerais entendre Monsieur avec sa démonstration et puis ses 2 livres. Donc, je vous donne... Merci, Madame. Donc, James Patterson, auteur anglo-saxon à succès de best-seller. Nous, en français, sur notre petit marché, avec donc un petit tirage, une traduction, on le met en vente à 29,95 $. Je suis passé chez Indigo acheter un James Patterson. Combien je l'ai payé? 31,99 $. Il y a quelque chose de problématique dans le système anglo-saxon à l'heure actuelle. Est-ce que j'ai encore du temps? Oui, il vous reste environ 60 secondes. Alors, en 1 minute, en 55 secondes, dites-moi qu'est-ce qui va se passer dans le comportement du consommateur de chez Costco et comment le fait d'avoir un prix réglementé va vous aider? Le consommateur chez Costco, celui qui ne va jamais en librairie, il continuera à acheter le livre, quel que soit le prix, parce que Costco pourra parfaitement dire ce prix est 10% moins cher que celui que vous voyez en librairie. Et comme le disait tout à l'heure Pascal, c'est le client qui va chez Costco et qui va chez son libraire qui, s'il passe devant sa librairie, le livre qu'il veut acheter, le best-seller dont il a entendu parler à la télévision, à la radio, il ne fera pas un détour pour aller l'acheter, il l'achètera chez le libraire de son quartier ou même sur Internet. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, Amazon... Merci beaucoup. Je suis... C'est extraordinaire de s'arrêter au milieu. Oui. Madame, Messieurs, merci. Je vais vous poser une question. Si les parlementaires présents à la commission désiraient, parce que comme nous manquons de temps, vous envoyer des questions, est-ce que vous voudriez bien pouvoir leur répondre? Absolument. Envoyez-nous des questions. Parfait. Merci beaucoup. Nous allons suspendre pour permettre aux autres intervenants de prendre place.